Camille Goyette-Gingras, merci d'avoir accepté de participer à ce balado gauche-droite. Merci, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Je te rassure tout de suite, je te ferai pas occuper ni une position ni l'autre parce que tu es porte-parole d'une, qu'on peut nommer une coalition, les Oui Québec, où la question nationale, la question de la souveraineté, la question de l'indépendance, c'est au cœur du travail militant des Oui Québec. Mais en même temps, il y a toutes sortes de courants qui gravitent autour de l'indépendance du Québec. D'ailleurs, on en parlera peut-être un peu plus loin quand tu nous auras présenté le travail des Oui Québec. Il y a Québec solidaire, il y a le PQ, puis il y a la société civile aussi. Les Oui Québec, c'est non partisan. Hein? C'est la société civile. Comment ça fonctionne? Les Oui Québec, d'ailleurs, c'est un acronyme pour Organisation unie pour l'indépendance. Fait qu'au conseil d'administration, on a différentes organisations qui ont des mandats en faveur de l'indépendance. Donc, ça va être des organisations, par exemple, syndicales, des groupes comme la Société Saint-Jean-Baptiste, et aussi des comités thématiques, donc des gens qui regroupent des thématiques avec celles de la question nationale. Ça fait des gros CA, là, des CA genre 30 personnes. Voilà, puis la somme de tout ça sont les Oui Québec. On est une organisation de vulgarisation de la question nationale et aussi, on souhaite que la société civile soit co-architecte, finalement, du projet de pays. Là. Donc, on a un gros chantier se prêtant là-dessus. D'ailleurs, on pourra s'en reparler, mais c'est essentiellement ce qu'on fait. Puis, on s'est fait beaucoup connaître dans les dernières années par la force de mobilisation qu'on a créée là, auprès de la nouvelle génération. Oui. Bien, je l'ai dit un peu à la blague, là, que je te ferais pas occuper une position droite-gauche, comme le titre du balado le veut, mais il en demeure pas moins que quand on réunit la société civile québécoise, que ce soit des jeunes, des syndicats, des groupes populaires, Société Saint-Jean-Baptiste, ça a quand même une teinte politique. On peut parler quand même d'organisation progressiste ou on parle de plus large que ça? C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, souvent, on me demande souvent la question, c'est quoi le positionnement des Oui Québec, tu sais, puis je veux dire, formellement, on n'en a pas, mais c'est sûr que si on prend la somme des organismes qui sont membres. Puis en ce moment, on fait aussi une tournée de consultation de la société civile où on va rencontrer une centaine d'organismes là, de toutes sortes, chambres de commerce, groupes communautaires, etc. Mettons qu'on prend le portrait global, ben la société civile québécoise est quand même social-démocrate. Tu sais, on souhaite un filet social, disons, à la hauteur là, des valeurs québécoises. On veut prendre soin du monde. On est quand même à la poursuite de valeurs de justice sociale. Ça revient souvent dans tous les groupes, même les groupes de nature plus économique. Fait que, tu sais, on est quand même à l'aise, les Oui Québec, d'être dans cet environnement-là, plutôt social-démocrate, qu'on considère être assez, je dirais, le consensus québécois. Oui, OK. Mais quand tu rencontres les organisations de la société civile pour vendre cette idée-là du projet d'indépendance, parce que c'est ça l'objectif, évidemment, c'est non partisan, c'est pas apolitique quand même, mais c'est non partisan. Il y a quand même dans les organisations de la société civile économique un petit peu plus de centre-droite, on va le dire comme ça, les chambres de commerce, les patrons, tout ça, qui historiquement sont pas du côté de l'indépendance ou de la souveraineté du Québec. Y a-tu du mouvement? Y a-tu de l'ouverture? Y a-tu de l'accueil? Ou c'est encore très campé fédéraliste? Bien, en fait, quand on rencontre les groupes, premièrement, on les avertit qu'on les rencontre pas pour les convaincre de la question nationale parce qu'on n'est même pas à cette étape-ci. De la co-construction, de la consultation, on peut pas arriver avec une idée préconçue de ce qu'on souhaite obtenir comme information. Donc, nous, le choix qu'on a fait, c'est de consulter les groupes sur leur perception de l'avenir du Québec. Puis, finalement, quand on se projette dans l'avenir long terme, ben, t'es comme obligé de penser à l'aspect structurel, en fait. Parce que beaucoup de groupes, leur relation, par exemple, avec l'État du Québec est vraiment autour des ententes de financement qui sont sur des longueurs de 3 ans, 5 ans. T'sais, on est beaucoup dans le court terme. Puis ça cause des problèmes aussi, d'ailleurs. Fait que nous, on leur dit, OK, mais on part de votre mission actuelle, puis on regarde l'avenir, long terme, vision, autour de votre mission, évidemment. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on se projette dans le long terme? Bien là, dans le fond, ils nous soulèvent tous les enjeux structurels. Les différentes craintes qu'on a qui reviennent souvent dans les milieux économiques, d'ailleurs, on va publier un rapport à la fin là, des consultations. C'est pas tant, en fait, la faisabilité du projet, parce que ça, c'est comme devenu quasiment un consensus que ça serait hypothétiquement possible que le Québec soit un pays puis que ça se passe bien. Il y a même des fédéralistes qui le reconnaissent, là. Absolument. Ben ouais, fait que ça, c'est comme pas tant remis en question. Après ça, est-ce que c'est souhaitable ou non? Ça peut être vraiment remis en question. C'est l'aspect de la transition. Tu sais, parce que, tu sais,
ils voient pour plusieurs organisations comme une question de mitigation du risque, finalement, là, de clarifier la transition entre le Québec-province vers le Québec-pays. Puis c'est vrai qu'il y a quand même des zones d'ombre à régler encore là, dans le processus. Y a-tu des frontières? Y a-tu un passeport? Y a-tu de l'argent? Y a-tu de la souveraineté association avec le reste du Canada? Exact. Comment ça va se passer, le transfert des traités économiques internationaux? C'est vraiment ce genre de questions-là qui va être soulevé de ces groupes-là. Fait que, tu sais, ça ressemble pas mal autour de ça. Fait que je dirais pas que, tu sais, à partir du moment où on enlève la partisanerie, justement, du projet d'indépendance, on arrive à parler du fond des choses. Oui, absolument. Absolument. Oui, on aborde les grands enjeux socio-économiques parce qu'on vote pas juste pour le pays pour une question de culture, non. Même si c'est fondamental. En tout cas, je peux pas dire que ces aspects-là sont soulevés souvent par la société civile. Non, c'est ça, exactement. Puis on a quand même une situation au Québec historique où à 2 reprises, on a dit non. Ouais. Le référendum auquel j'ai moi-même pas voté, le premier en 81, avec René Lévesque puis le Parti québécois. Le deuxième, où j'étais très impliqué dans ce qu'on appelait partenaire pour la souveraineté. Ouais. On est le petit enfant de ça, là. Le fil en aiguille, ça a donné les Oui Québec. Oui, parce qu'il y a eu le Conseil de la souveraineté, puis il y a eu les Oui Québec. Mais même si on ne fait pas de politique partisane, il en demeure pas moins que la nouveauté, quand on se compare à 95, c'est qu'on a 2 partis qui se réclament de l'indépendance du Québec. Bon, il y en a un, puis peut-être que tu pourras me donner ton avis là-dessus, même si je sais que les Oui Québec ne sont pas sur cet agenda. Il y en a un qui parle beaucoup de la tenue d'un référendum dans un premier mandat, c'est-à-dire le Parti québécois. Bon, il y a eu un petit peu de mouvement, peut-être après l'élection de partielle de Chicoutimi, où là, le chef du PQ a dit « Ah, j'entends quand même que les gens sont bien préoccupés par la situation aux États-Unis, mais il ne remettait pas en question cette idée-là. » Puis il y a Québec solidaire qui, lui, fait un copier-coller de ce qu'une certaine gauche a fait pendant des années, c'est-à-dire l'indépendance, mais à condition qu'elle soit social-démocrate, de gauche, environnementaliste, féministe, tout ça. Comment on se tient un peu à distance ou à l'abri de ces débats-là qui sont très partisans, on va se le dire, dans une coalition comme les Oui Québec? Oui, c'est sûr que déjà, les partis politiques ne font pas partie du conseil d'administration des Oui Québec. Ça, je veux juste le clarifier. Puis on n'est pas, les Oui Québec, là, on n'est pas l'ONU des souverainistes, là. Okay? On n'est pas des comment je dirais ça, des négociateurs entre PQ et QS. Il y a quand même des enjeux qui les concernent eux parce qu'ils sont sur le terrain de l'Assemblée nationale, un terrain sur lequel nous, on n'est pas. T'sais. Fait qu'on n'a pas une force d'intervention. Puis juste, mettons, parce que ça arrive à chaque fois là, qu'il y a de la chicane PQ-QS sur l'indépendance, là, on reçoit une flopée de messages. Là, j'imagine. Mais oui, qui nous demandent essentiellement à intervenir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, j'envoie une lettre dans le devoir puis que tout le monde fasse comme... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça va changer puis comment ça va être constructif dans le débat? Cette façon-là, un peu d'intervention, comme si on était un groupe extérieur qui avait un pouvoir d'intervention. Ben, moi, je n'y crois pas. Je pense beaucoup qu'on doit briller par l'exemple, les Oui Québec, dans ce qu'on souhaiterait voir comme attitude dans le mouvement souverainiste. Donc, nous, on est toujours à la recherche des éléments consensuels. Par exemple, un des éléments consensuels, c'est le fait que la Constitution du Québec-Pays va être rédigée dans une constituante où les citoyens vont être engagés. Pas ce que M. Jolin Barrette et la CAQ sont en train de faire. Là. Exactement le contraire. Puis ça, les groupes de la société civile nous en parlent beaucoup, les enjeux de démocratie. Fait que ça, c'est un consensus. PQ, QS, on est tous d'accord. La société civile, c'est un consensus. Puis je trouve que dans ce processus-là, il y a quand même une possibilité de créer de la convergence parce que c'est la société elle-même québécoise qui va nous enseigner sur les valeurs qu'elle souhaite voir intégrées dans la Constitution du Québec-Pays. Fait que, tu sais, à partir du moment où la population s'est exprimée, ben tu peux plus imposer des décisions par partisanerie, là. Puis sur l'autre aspect, c'est vrai, là, qu'on est dans un écosystème souverainiste qui est vraiment différent des 2 derniers référendums. Oui, l'explosion des offres politiques, mais aussi, c'est la première fois que la société civile prend autant de place aussitôt dans le processus. Il faut rappeler que l'action des partenaires pour la souveraineté a commencé en janvier 95. Fait que, tu sais, 10 mois avant le référendum, à peu près. Là. Absolument. Fait que là, on est vraiment dans une situation différente. Les Oui Québec ont une force de frappe exceptionnelle, prennent une place médiatique aussi de plus en plus importante. Puis je pense que le fait, justement, d'avoir créé un espace très important pour la cause d'indépendance, libérer des fractures partisanes, ça va aussi, à la longue, permettre de baisser la pression dans les échanges entre les formations politiques. Oui, c'est intéressant. Donc, travailler sur des éléments de convergence. Tu as donné l'exemple de la Constitution. On pourrait parler aussi des transferts canadiens en santé. Là, on le voit, hein? Ah oui. Mandat après mandat, la CAQ, le Parti libéral, on se rive le nez à Ottawa, on envoie des milliards en taxes et en impôts, puis on
on arrive en bout de piste, puis on s'aperçoit qu'il nous en manque un petit peu. C'est ça, pas mal. Qu'il y a un gros déséquilibre là-dessus, je pense. Fait que la société civile québécoise, même la droite économique, s'entend là-dessus, le PQ, Québec solidaire. Donc, un esprit de convergence qui est non partisan. Mais je m'en voudrais quand même de ne pas aborder avec toi peut-être un élément dans le portrait qui n'existait pas nécessairement dans les années 90 ou les années 80. C'est toute la question de la droite conservatrice, identitaire, nationaliste. Ça existe. Je voyais même Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Montréal cette semaine dire « La prochaine révolution tranquille au Québec sera conservatrice. » Bon, mais comment on compose avec cette réalité-là? J'avais Étienne Alexandre Beauregard récemment. On n'a pas nécessairement parlé de l'indépendance, mais bon, lui, il s'est quand même positionné comme nationaliste, conservateur, plutôt à droite sur un certain nombre de questions. Cet environnement-là politique, puis aussi les jeunes qui s'identifient à ces courants conservateurs-là, comment on compose avec ça, oui, Québec? Justement, du fait que... Tu sais, c'est sûr, tu as déjà entendu ça, le discours, là, ni à gauche, ni à droite, par en avant. Tu sais, peut-être j'apporterais une nuance à cette citation-là, c'est que maintenant, du fait justement qu'on est en train doucement de libérer le mouvement indépendantiste de la partisanerie, ça nous permet que ce soit et à gauche et à droite en même temps, en fait, que la question nationale puisse être adoptée dans une diversité de points de vue qui peuvent cohabiter parce que, en fait, réaliser l'indépendance du Québec, c'est ouvrir l'univers des possibilités pour l'avenir du Québec. Donc, nous, avec la multiplication, justement, des porte-paroles, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on souhaite, là, les Oui Québec, notamment avec les médias sociaux. Je pense que plusieurs des auditeurs doivent voir là, ce qui est produit par les Oui Québec. Nous, on souhaite qu'il y ait une multiplication de porte-paroles qui prennent la question nationale à partir de leurs enjeux à eux, de leur façon de voir les choses. Fait que nous, on considère que c'est sain dans le débat public. Puis même que la question de l'indépendance du Québec devient un point de rassemblement. Parce que c'est sûr qu'on est dans une société de plus en plus clivée. On voit quand même des dangers à ça, notamment chez les jeunes, parce que les jeunes hommes sont beaucoup plus attirés par les discours de droite, puis les jeunes femmes sont beaucoup plus attirées par les discours progressistes. Ça, hein? Ah ouais, puis c'est vraiment, nous, on le voit de nos yeux vus là, sur le terrain. Là. Ah oui, quand vous rencontrez les jeunes, quand vous allez parler de l'avenir du Québec, tout ça. Bien, c'est sûr que, tu sais, nous, les jeunes qu'on mobilise sont quand même, sensibles aux enjeux sociaux et tout, mais c'est pas pour rien qu'on mobilise énormément de femmes, là. Tu sais, le militant un peu classique des Oui Québec, c'est une femme de 22 ans qui va au cégep, genre, du Vieux-Montréal, là, tu sais, ou qui étudie en théâtre à Joliette, là, tu sais. Fait que c'est sûr que nous, on le voit vraiment, ce clivage-là. Puis à un moment donné, ben, je le disais, il faut créer des points de convergence parce que l'augmentation de ces clivages-là est un vrai danger pour notre démocratie. Fait que je vois vraiment d'un bon œil la capacité du mouvement à ce que des gens, autant à gauche qu'à droite, adoptent le projet d'indépendance. Je pense maintenant... D'établir un dialogue, là, une possibilité de convergence. Tu y crois, ça? Ben, 100%, parce que, tu sais, moi, c'est sûr que, tu sais, les gens m'ont beaucoup identifié au progressisme, là. Puis c'est sûr, tu sais, je suis une coopératrice, j'ai pas une coop de couturière. C'est vrai, oui. On s'est connus à cette époque-là, d'ailleurs. 100%, quand tu avais lancé ta coopérative de couturière. Puis mon chum est dans un syndicat, puis tu sais, c'est ça, c'est mon univers, mais en même temps, j'ai toujours gardé des contacts très cordiaux avec des gens qui réfléchissent des idées conservatrices, parce que moi, j'y crois vraiment au contact humain pour baisser les clivages. Puis c'est la raison pour laquelle on a ouvert aussi un café indépendantiste sur la rue Saint-Hubert. C'est vrai, c'est que quand les gens se voient en personne, t'as plus le fil des médias sociaux. Puis la conversation devient toujours plus intelligente. Puis c'est plus facile quand on se voit de visu, là, en vis-à-vis, on a plus envie de mettre le doigt sur ce qui nous rassemble. Donc ça, moi, je crois beaucoup à ça. Puis pour le tester au Oui-Québec, on est vraiment une organisation où il y a, tu sais, zéro drama, il n'y a pas de chicane, tout le monde s'entend vraiment bien. Puis ça fait quand même 4 ans que je suis en poste dans un contexte d'hypercroissance pour l'organisation. Puis on a réussi à créer un environnement de cohésion. Donc, je pense vraiment que c'est possible pour le mouvement, dans la mesure où on est d'accord d'être en désaccord. Oui. Tu sens-tu quand même une certaine méfiance? Tu sais, quand tu parles, mettons, à des gens du mouvement syndical, surtout que la question nationale, on ne l'a pas tellement pratiquée depuis le dernier référendum. Moi, j'ai été d'une période où, à la présidence de la CSN, j'en parlais à l'occasion. J'étais invité dans un certain nombre de rassemblements sur le Québec français, tout ça. Mais disons que c'est pas la période où la question nationale et de l'indépendance avait plus la cote. Quand tu réussis à faire converger tout ce monde-là, y a-tu quand même un peu de méfiance, surtout dans le contexte
où sur le plan politique, c'est très polarisé. Là. Il y en a qui se traitent de fascistes, il y en a qui se traitent d'antifa. Bon, puis je te dis pas que toute la gauche et la droite est dans cette dynamique-là. Ouais, mais quand même... Selon mon fil Facebook, ça va pas bien. C'est ça. Ça se tire des bêtises à gauche et à droite. Ouais. Y a-tu une certaine méfiance? Quand tu parles, mettons, avec des nationalistes un peu plus conservateurs, quand ils regardent des Oui Québec, trouves-tu que c'est une affaire peut-être un peu de gauchiste parce que les syndicats sont là? Ils disent, c'est peut-être plus, mettons, de l'autre track que je voudrais, mais ça marche. Parce qu'on a quand même, prouvé qu'on faisait des résultats. Nous, c'est sûr, on n'est pas là pour imposer un agenda politique parce que les Oui Québec, on va pas prendre le pouvoir. On est là pour vraiment créer de la mobilisation puis des nouveaux appuis à l'indépendance. Puis on cherche justement les points de consensus. Puis comme je le disais tantôt, on n'est pas non plus des... Je veux dire, je pense que la social-démocratie rassemble beaucoup la société civile puis les membres de notre CA, mais ça veut pas dire que des gens qui s'inscrivent pas là-dedans seraient pas les bienvenus. Mais c'est sûr que les extrêmes, tant qu'à moi, sont pas les bienvenus. Ça, je veux juste... Il y a quand même des limites, là, parce que c'est impossible d'avoir une conversation. Oui, puis c'est à se demander, même dans les extrêmes, qui y sont vraiment parfois, au sens où sont-ils fédéralistes, sont-ils indépendantistes? Moi, je pense qu'à un moment donné, notre défi, les Oui Québec, c'est toujours de déterminer jusqu'où on peut tirer notre élastique puis qui reviennent en place après. Fait que, tu sais, notre élastique, il s'étire quand même bien. On est assez suffisamment flexible, puis on est... Mais toujours dans une perspective de dialogue. Tout à fait, puis autour de la question nationale exclusivement. Fait que, tu sais, on va pas se positionner sur d'autres enjeux qui concernent pas la question nationale directement ou qui font pas de sens dans les objectifs qu'on s'est donnés, parce que des fois, il y a des causes qui vont être extrêmement rassembleuses où on va peut-être vouloir appuyer les groupes de la société civile, mais jamais dans une perspective, par exemple, partisane et donc divisive. Mais c'est vrai que pour des gens, je me souviens plus c'était quoi, comment tu avais posé ta question. Non, en fait, je te parlais plus des polarisations entre les groupes, de se regarder un peu qu'est-ce qu'ils font ici, tout ça. Bon, nous, on est toujours bien reçus, tu sais, mais en même temps, tu sais, il y a une forme d'angélisme dans la non-partisanerie, tu sais, c'est comme, c'est bien plus facile pour moi, puis c'est le grand bénéfice des Oui Québec. Honnêtement, je peux aller partout, parler à n'importe qui. Il n'y a jamais personne vraiment qui ferme la porte. Pas un drapeau nécessairement d'un parti parce que c'est non partisan ou Ben non. Et probablement que dans le contexte actuel, parce que là je veux qu'on parle des jeunes parce qu'il y a eu une remontée quand même assez spectaculaire. Même les gens se sont dit voyons donc, y a-t-il une erreur dans le sondage? On dirait qu'on a fait une augmentation de 15-20 points en l'espace de 2 ans sur la question de l'indépendance. Je m'apprêtais à te dire, quand tu regardes le nombre de militants dans les partis politiques au Québec, ça a peut-être quelque chose de rassurant. On n'est plus pas en tout à une époque où il y avait des 150-200 000 membres. Il y a moins de membres dans les partis, puis les gens s'intéressent quand même à la politique. Fait que j'imagine que à partir du moment où tu es un non-partisan, mais que tu adhères à l'indépendance du Québec, ça vient enlever 2 couches, mettons. Si t'es pas un QS ou t'es pas un péquiste, ça vient peut-être enlever 2 ou 3 couches, mais les jeunes, comment t'expliques ça, toi, ce retour-là? Mais là, c'est sûr, les sondages vont continuer à varier, tu sais, même jusqu'au jour du référendum. Fait que nous, parce que, dans le fond, les jeunes, c'est des adhérents récents à l'indépendance, là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui adhère récemment à une idée a quand même un risque d'être, comment je dirais ça, d'être sensible aux enjeux aussi connexes à celle de l'indépendance, notamment au contexte géopolitique. Nous, c'est quand on a commencé nos démarches, moi, je suis arrivée en poste il y a 4 ans déjà, avec une gang. Claudette m'a permis d'amener... Claudette Carbonneau, l'ancienne présidente de la CSN. Oui, des Oui Québec. Qui était des Oui Québec aussi. On a un historique là, de femmes, hein? C'est cool, ça. Puis... en fait, j'arrive avec ma bande, qui était beaucoup des jeunes issus des milieux de la musique émergente, de l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis entrepreneur. Puis, on a fait un peu d'études, on a fait des focus group avec Léger, avec différents castings de jeunes. Puis, le retour était... Moi, ça m'a quand même encouragée, même si c'était ultra déprimant, mais les jeunes ne savaient rien de l'indépendance. Complètement largué, là. Aucune idée de c'est quoi ce projet-là. Moi, je trouvais que c'était une bonne nouvelle parce que c'était plus de l'indécision que des aveux fermes à la question nationale. Puis nous, on voyait dans notre environnement que on était à la fin de la pandémie, quand je suis arrivée, puis aussi, il y avait eu la mobilisation majeure à Montréal pour l'environnement, qui avait un peu, fini sur un coït interrompu, là, il y a comme pas eu de suite à ça, Puis les jeunes... Oui, la grande marche, là, avec Greta. 500 000 personnes. On dit que les jeunes sont plus conservateurs aujourd'hui, mais en même temps, quand tu vois, il y avait 1,5 million. C'est la plus grande manifestation dans l'histoire du Québec. Là. Même au Canada. Là, oui, tout à fait. De toute façon, les grandes mobs, c'est au Québec. Hein? Tu sais, ils sont sortis un peu amers de ça parce qu'ils se sont dit, on a fait un moment historique.
Puis il y a comme rien qui est ressorti de là. Fait que, tu sais, il y a deux éléments du fait. Nous, avec le travail qu'on a fait, beaucoup avec la culture, la Saint-Jean indépendantiste, où on était 5000 jeunes l'année passée, c'est sûr, ça l'a aidé à normaliser l'idée d'indépendance. T'sais, maintenant, si t'es au cégep, c'est cringe d'être fédéraliste. Là. Ah oui? Ben oui, c'est pas... Tu sais, je veux dire, être souverainiste, c'est en train de devenir une norme. Fait que ça, c'est un premier élément sur lequel on a beaucoup travaillé, mais aussi, à la base, il y avait un sentiment préexistant chez les jeunes. Tu sais, nous, les WiQuébec, on n'a rien inventé là-dessus. C'est une espèce de sentiment de désespoir, des fois tellement élevé qu'ils ont besoin, finalement, d'une forme de tu sais, pour eux, c'est une idée révolutionnaire, l'indépendance du Québec. Là. C'est comme si ça n'avait jamais existé avant. Fait qu'ils adoptent cette idée-là comme un projet de changement systémique, de changement structurel qui permet de répondre à tous les enjeux en même temps. Ouais, fait que c'est ça qui est vraiment intéressant chez les jeunes. Puis oui, il va y avoir des variantes dans les sondages, mais leur force de mobilisation se maintient. Là. Nous, on ne voit pas de variante dans la capacité de mobilisation des jeunes. Comment ça... Bon, t'expliquais tantôt que quand les points de convergence sont au rendez-vous, c'est assez facile. Constitution, transfert canadien. Mais moi, t'en poser une, peut-être que vous n'avez même pas encore débattu, mais qui est quand même une question qui transcende complètement l'actualité. Le débat sur l'immigration au Québec, là. Hein? Mettons que, disons qu'on ne l'aborde pas comme on l'abordait il y a 15 ou 20 ans, même 5-6 ans. Les Oui Québec, on prend position, on regarde ça. Admettons qu'il y a un débat au Oui Québec là-dessus, puis il n'y a pas de consensus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûr que nous, déjà, on ne prend pas de position sur combien d'immigrants on accueille. Tous les aspects de gestion de l'État, ça appartient justement à l'Assemblée nationale. Puis on trace la ligne quand même assez clairement là-dessus. Là. Parce que sinon, il y aurait un mélange des genres. Puis on n'est pas non plus un lobby. Tu sais. On est un groupe de sensibilisation de la question de l'indépendance. Puis dans cette façon-là de voir notre mission, ben, on pense aussi, par contre, que c'est le rôle des Oui Québec de rétablir le lien de confiance entre le mouvement indépendantiste puis les personnes issues de l'immigration. Puis ça, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire que, tu sais, soit ils n'ont jamais rencontré même de souverainistes de leur vie, là. Fait que leur idée, c'est celle qui se font des fois à travers, tu sais, le filtre médiatique ou les médias sociaux où il y a quand même des choses assez, tu sais, catastrophiques qui se disent. Fait que je pense que, tu sais, naturellement, il y a quand même je veux pas dire une crainte parce que on voit beaucoup de curiosité. Puis d'ailleurs, le commerce qu'on a ouvert sur Saint-Hubert... Oui, le café. Il est au cœur d'un des quartiers le plus fortement latino-américain à Montréal. Puis y a-tu des gens des communautés culturelles qui gravitent? Oui, non, ça a cogné dans la fenêtre avant qu'on ouvre. OK. Puis honnêtement, tu sais, de la sincère curiosité. Puis vu que tu as un être humain devant toi pour en parler, c'est sûr que ça change la donne, là, tu sais. Puis tu peux nommer tes craintes directement. Fait que nous, c'est un mandat qu'on va prendre. On va les rencontrer, d'ailleurs, les groupes un par un. Mais tu sais, maintenant, près de 15 de la population du Québec sont issus d'immigration. Fait que c'est incontournable. C'est pas le même portrait qu'en 95 ou en 80. Quand même, oui. On est ailleurs. Ben, je veux dire, c'était énorme. Fait qu'il faut vraiment prendre en considération ces gens-là dans la construction du projet de pays. Y a-tu des jeunes qui te parlent de la fameuse phrase de M. Parizeau quand on aborde la question des relations? Parce que les jeunes n'étaient pas là, évidemment, à l'époque. Là, même toi, tu étais où au référendum de 95? Tu avais 2 ans. Mais moi, j'étais dans la salle quand M. Parizeau a lâché cette phrase peut-être un peu malheureuse. Y a-tu des gens qui reviennent là-dessus? Ben ouais, c'est sûr. Surtout les jeunes dont les parents sont ceux qui ont émigré. Donc, OK. Mettons, on prend des parents qui ont immigré ici, ils ont eu des enfants ici, puis ces jeunes-là, ils vont au secondaire, tu sais, comme n'importe quel autre jeune. Fait que, tu sais, eux, ils ont une relation avec le projet de pays qui va ressembler à leurs collègues de classe dont les parents sont nés au Québec. Sauf que eux, la différence dans leur rapport, c'est que, par rapport à la souveraineté, c'est que leurs parents leur ont parlé de ce moment-là, qui est un moment de blessure quand même vécu. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un lien de confiance à réparer. Puis je pense que la main tendue doit venir d'abord des indépendantistes. Puis est-ce que ça passe par nécessairement des promesses et tout? Moi, je pense quand même qu'on pourrait faire un engagement par rapport au statut de résident permanent dans le transfert, justement, vers l'indépendance du Québec. Tu sais, une fois qu'on est résident permanent, honnêtement, là, à toute fin pratique, on est presque citoyen. Absolument. Il manque juste le droit de vote. Mais pourquoi est-ce que, puis tu sais, je balance une idée dans les airs, mais pourquoi est-ce que les résidents permanents ne deviendraient pas citoyens automatiquement du Québec-pays dans un cas de transfert de citoyenneté? Belle proposition, ça. Fait que ça, pour les immigrants, ça leur permettrait, en fait, tu sais, la citoyenneté, c'est un moment symbolique vraiment important, puis ils deviendraient citoyens au moment où on crée un nouvel État. Ils seraient vraiment des co-créateurs de cet État-là avec nous. Fait
Fait que je pense quand même, il y a des moments où il faut nous, comme mouvement, on explique aux gens de quelle façon on les inclut dans notre projet aussi. Puis à la base, je reviens là-dessus, mais ça revient au contact humain aussi, où là, il faut qu'on aille à la rencontre des gens. Fait que un peu le fardeau de la preuve, il est du côté des souverainistes là-dessus. Puis nous, on l'assume totalement au Québec, puis on va prendre action en ce sens-là. Oui, puis il faudra le faire parce que les forces fédéralistes, elles, sont déjà pas mal mobilisées. Hein? Oui, disons qu'ils sont très actives. Écoute, il nous reste peut-être 3-4 minutes. On s'en va en élection. Bon, on ne sait pas trop comment tout ça va virer. On sait qu'il y a cette histoire que, bon, Trump s'invite, pas juste dans les élections à Ottawa, mais ça se peut qu'il s'invite dans les élections au Québec. Moi, j'ai vu des gens proches de moi qui, historiquement, votaient Bloc québécois puis qui ont voté pour le Parti libéral de Carney parce qu'ils se sentaient en sécurité avec un banquier. Les élections au Québec, on verra le résultat. Un PQ minoritaire, majoritaire, le Parti libéral qui remonte tout ça. C'est quoi l'agenda de travail des Oui Québec dans les prochaines semaines, les prochains mois, en fonction de ce qui va se passer au Québec à l'automne? Bon, là, on fait notre tournée de consultation de la société civile. On va rencontrer une centaine d'organisations, justement, pour leur demander leur rapport à l'avenir. Cette tournée-là va se finir mi-avril. On va produire un rapport qui va être sous la forme d'un manifeste, en fait, un texte qu'on souhaite quand même enlevant. Les 22, 23, 24 mai, on organise au 7 doigts de la main, on a réservé le building au complet, un événement immersif qui allie, sur le fond, c'est comme un événement culturel, mais sur la forme, c'est comme un événement culturel. Sur le fond, c'est un événement politique où on va justement lancer ce manifeste-là issu des consultations de la société civile. On va rassembler 600 personnes, puis vraiment des gens issus de la société civile, tu sais, qui se mobilisent aussi dans différents types de causes pour, en fait, faire de la société civile l'éco-architecte du projet de pays, profondément enraciner le projet de pays aussi dans les différents enjeux qu'on vit. Et un mois plus tard, on refait une Saint-Jean indépendantiste. OK. Mais cette fois encore plus grosse que l'année passée. Bien, si la température le veut bien, là, ceci dit. Ouais, des fois, on n'est pas chanceux. Non, c'est ça. Puis, l'année passée, il faisait quand même 40, puis on était 5000, fait que ça va. Là. 5000 quand même. C'est jeune, impressionnant. En plus. Oui, vraiment. pas trop de tête blanche, là, barbe blanche. Là. Ben, pas, un peu, en début de soirée, mettons. Là. Oui. Mais m'amener plus la soirée avance. C'est ça. Fait que c'était plus, tu sais, du 17-25 ans, là. Puis, fait que là, on redonne un gros coup. Fait que nous, le paquet ce printemps, faire vraiment enraciner profondément la question de l'indépendance sur différents aspects culturels, tous les acteurs de notre société. Puis ensuite, ben, au retour, ça devient beaucoup la place des partis politiques. Oui. Là-dessus, de toute façon, on va être dû pour des vacances. Vous allez un peu vacances. vous écarter, puis après ça, composer avec les résultats de l'élection. Et dans le fond, ce que je comprends, Camille, peut-être en guise de conclusion, c'est que les Oui Québec, c'est la place de la société civile dans l'histoire du Québec par rapport à la question nationale. Et on sait que sans société civile, un règlement de la question nationale, ça ne peut pas juste se faire en toute partisanerie politique. Ben, d'une part, puis deuxièmement, c'est eux autres qui vont mettre en place le Québec-Pays dans le concret. Absolument. Fait que... Surtout quand on a un projet de constitution à partir d'une tournée qu'on fera éventuellement à travers le Québec. Écoute, c'est déjà tout. C'était rapide. Oui, hein? Mais super intéressant. Merci infiniment de t'être prêté à ce jeu. Gauche-droite, même si on ne s'est pas assis sur des sièges de gauche et de droite, pour avoir parlé des Oui Québec et de l'avenir de notre pays. Oui, merci vraiment. Au plaisir.